Bonjour à tous. Je suis tombé récemment sur un article de Bitcoin Magazine qui titre « Le Bitcoin va démonétiser l'or ». Ça m'a interpellé. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les crypto-monnaies, c'est vrai, mais je suis également convaincu de l'utilité de l'or et des métaux précieux en général. Même s'il y a quelques bêtises dans l'article, beaucoup de points soulevés sont très légitimes, et il y a là des choses auxquelles je n'avais même jamais pensé. À la fin de la vidéo, je partagerai avec vous l'avis de deux des experts les plus respectés dans le domaine des métaux précieux. Et comme moi, je pense que vous serez très surpris. Je mettrai leurs conseils en pratique, et on verra bien ce que ça va donner. Alors, est-ce que le Bitcoin va démonétiser l'or? On attaque direct, il y a beaucoup de choses à dire. Premier paragraphe de cet article, le Bitcoin serait plus sûr que l'or. Alors oui, c'est une surprise pour personne, on peut se faire voler de l'or s'il n'est pas stocké en sécurité, mais on peut aussi se faire voler du Bitcoin s'il est mal sécurisé. La différence, c'est que conserver de l'or physique avec un bon niveau de sécurité, ça coûte très cher. En revanche, il est tout à fait possible de très bien sécuriser des fonds en Bitcoin sans rien dépenser ou presque. Si vous vous demandez comment, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça vaut aussi pour les transactions. L'or est tellement lourd et son transport est tellement sensible qu'on préfère en général le laisser là où il est et simplement changer le nom du propriétaire sur le registre du coffre. Faire ça c'est très bien, mais ça implique de faire confiance à une tierce partie, la personne qui a les clés du coffre. Le seul moment où ce ne serait pas nécessaire, ce serait une transaction en personne où on possède la quantité exacte d'or demandée en paiement. Ça fait pas mal de conditions, et il y a toujours le problème, pour l'acheteur, de savoir si on lui donne vraiment de l'or et pas du tungstène plaqué or par exemple. Pour le Bitcoin, c'est vraiment beaucoup plus simple. Si vous recevez un paiement, c'est forcément des vrais Bitcoins. On ne peut pas vous en envoyer des faux sur votre portefeuille. Deuxièmement, la rareté. Le Bitcoin serait infiniment plus rare que l'or. Et il est vrai que le Bitcoin peut être qualifié d'absolument rare, contrairement à l'or qui est simplement plutôt rare. Le fait d'extraire de l'or du sol dans les mines d'or fait que le stock d'or mondial augmente de 2 à 3% par an. Et on ne sait pas si ce rythme va augmenter, rester stable ou diminuer. En plus de ça, plus le prix de l'or monte, plus il devient rentable d'en extraire. Des filons inaccessibles auparavant peuvent devenir économiquement exploitables, même si c'est très compliqué. On dit alors que l'élasticité prix de l'offre en or est positive. Si le prix monte, l'offre augmente, ce qui a tendance à faire baisser le prix. Mais le Bitcoin aussi connaît une inflation. Contrairement à celle de l'or, celle-ci est parfaitement connue, parfaitement prévisible pour les années à venir. Et elle est aussi finie en valeur absolue. Il ne pourra pas exister plus de 21 millions de Bitcoin. Le dernier sera miné aux alentours de l'an 2140. Est-ce que d'ici là on n'aura pas trouvé un moyen d'exploiter l'or présent dans certains astéroïdes? Impossible de le savoir, mais les faits sont là. Il existe une quantité virtuellement infinie d'or, alors que la quantité maximale de Bitcoin est absolument finie. Il y a un autre moyen d'estimer la rareté de quelque chose. C'est le concept du stock to flow, le rapport entre la quantité disponible de quelque chose et sa production annuelle. Ce quelque chose, ça peut être de l'or, du Bitcoin ou des machines à coudre, ça n'a pas d'importance. Je vous parle en détail dans cette vidéo du stock to flow en ce qui concerne le Bitcoin. En gros, plus le rapport est élevé, plus ça veut dire que la production est faible, et plus on peut dire que l'objet est rare. Pour l'or, ce rapport est à peu près constant, mais pour le Bitcoin, même si le prix augmente, l'offre reste constante. Le stock to flow augmente donc un tout petit peu toutes les 10 minutes, et il est multiplié brusquement par 2 tous les 4 ans lors du halving du Bitcoin. Par exemple, en ce moment, on a à peu près 1,7% d'inflation par an sur le Bitcoin. En 2024, ça va passer brutalement à 0,85. Ça sera encore divisé par 2 4 ans après, et ainsi de suite. Troisièmement, on a un paragraphe dans l'article sur la portabilité. Alors je ne vais pas vous refaire le couplet sur l'or c'est lourd, le Bitcoin on peut le garder dans sa tête, gna gna gna. Je pense que vous commencez à connaître par cœur. Il y a dans ce paragraphe quelque chose de beaucoup plus intéressant à mon avis. Je cite. L'or est physique, ce qui l'empêche d'être un véhicule monétaire utile, dans notre société du XXIe siècle, globale et digitale. Tout revient à ça, je pense. Donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus. Soit on pense que le XXIe siècle sera effectivement global et digital, auquel cas les arguments développés ici ont du sens, et le Bitcoin aussi. Soit on n'en est pas convaincu, quelle qu'en soit la raison. Et là je comprends que le Bitcoin inspire la méfiance. Le Bitcoin, il apporte une solution à tous les problèmes posés par l'or dans un monde digital. Et on continue, le Bitcoin est désinflationniste. Alors très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, la quantité d'or disponible augmente de 2% par an. Attention, ça ne veut pas dire que le prix de l'or ne va pas monter, surtout dans un monde où on peut augmenter la quantité de monnaie de 20% en un an. 2% par an, c'est même plutôt un très bon score, je trouve. Mais un avantage du Bitcoin dans l'océan monétaire qui nous engloutit, c'est que l'intervention humaine est inexistante. Tout est écrit à l'avance et la demande pour ce genre d'actifs pratiques mais impossibles à imprimer devrait augmenter.
On l'a vu, le Bitcoin est désinflationniste. Ça veut dire que le taux d'inflation, bien qu'il soit positif, diminue. Mais il pourrait bien devenir déflationniste tout court, si on se rappelle que certaines personnes perdent leurs clés privées. Leurs bitcoins sont toujours là, mais inutilisables à jamais. Un petit mot sur la liquidité, c'est important quand même. Le bitcoin est bien sûr plus liquide que l'or physique. Les plateformes d'échange sont maintenant innombrables, les transactions peuvent avoir lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez choisir la monnaie que vous recevrez en échange, soit une crypto ou virtuellement n'importe quelle monnaie fiat sur Terre. Pour l'or, c'est pas pareil. Il faudra attendre les heures d'ouverture de votre boutique et vous contenter de la monnaie locale en échange. Autre point très important, la transparence. N'importe qui sur un ordinateur portable sans prétention peut exécuter un nœud du réseau Bitcoin. Ça permet de consulter le nombre de Bitcoin en circulation, son solde et ses transactions, sans avoir à faire confiance à ce que dit votre wallet. Vérifier que son or est authentique, ça nécessite de l'équipement très coûteux, si on veut éviter de scier ses pièces ou ses lingots en deux. Voilà, avant de passer au bonus du jour, je tiens à vous préciser que le Bitcoin a également des faiblesses, bien entendu. Notamment une en particulier, dont je vous parlerai dans une vidéo à part. Et maintenant la cerise sur le gâteau. Est-ce que vous connaissez ces deux personnes? Il s'agit de Peter Stoffel et Mark Walek, les deux Autrichiens à la tête de l'équipe qui rédigent le rapport annuel le plus détaillé et le plus lu sur l'or. Ils s'appellent In Gold We Trust. Je vous mets le lien vers leur site en description. Vous aurez accès à toutes les éditions de ce rapport. C'est super intéressant, mais à chaque fois, il faut être prêt à lire environ 350 pages en anglais. Alors rassurez-vous, comme l'année dernière, je vais vous raconter les meilleurs passages. Je traiterai de ce qui est spécifique aux métaux précieux sur ma chaîne dédiée, le lien en description. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre dédié au Bitcoin. Un chapitre entier dans un rapport sur l'or. Surprenant, Et c'est comme ça depuis plusieurs années. Voyons voir un petit peu ce qu'en pensent ces deux experts mondialement reconnus. On va faire court, ils y croient dur comme fer au Bitcoin. Cet actif numérique est décrit comme, je cite, parfaitement complémentaire à l'or. Alors ils vont un petit peu moins loin que l'auteur de l'article dont on a parlé juste avant, qui lui veut enterrer l'or et ne plus jamais en entendre parler. Là, c'est plus mesuré. On nous sert même sur un plateau une stratégie d'investissement qui s'est révélée extraordinaire jusqu'à maintenant. On achète de l'or et du Bitcoin et on rééquilibre régulièrement. Comme ça, on peut profiter de la faible corrélation entre les deux actifs et de la grande différence de volatilité. Voilà ce qu'il propose en détail. 75% en or, 25% en Bitcoin. En rouge, vous avez cette allocation depuis 2014. En turquoise, la stratégie de rééquilibrage qu'ils ont mis en place depuis un peu plus d'un an. Au fait, la courbe bleue en dessous, si vous vous demandez, c'est l'indice MSCI World, l'évolution des actions au niveau mondial. Ça met un petit peu les choses en perspective. Alors, il ne parle pas de la périodicité des rééquilibrages qu'ils ont effectués. Là, bon, c'est vous qui voyez. Je vais tenter l'expérience moi-même. Je vais investir 1000 €, 750 € en or, 250 € en Bitcoin, et rééquilibrer toutes les semaines pour avoir toujours 3 quarts d'or et 1 quart de Bitcoin. Pour que ce soit pratique, j'ai tout fait sur Swissborg, et je vous tiendrai au courant de l'évolution de cet investissement. Si ça vous intéresse, le lien d'inscription Swissborg est disponible en description, et cet été, pour 150 € versés, le bonus de bienvenue est triplé. N'hésitez pas à en profiter. Allez, merci à tous ceux qui restent jusqu'au bout de mes vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.